Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Merci d'avoir patienté. Après plusieurs mois d'arrêt, la reprise a été très difficile. Et oui, se remettre des vacances, c'est très dur pour moi. Mais nous voilà de retour. Et pour ce premier épisode de cette deuxième saison, nous sommes allés hors de Guyane, plus précisément au Royaume-Uni, pour y retrouver non pas une Anglaise, mais une Guyanaise, dont l'histoire est bouleversante et mérite d'être racontée. Bonjour Maria, Bonjour Fabienne, comment vas-tu? très bien, merci. Tu es prête à raconter ton histoire? Sans souci, merci beaucoup, on y va. Alors, je suis Maria, née en Guyane française par des parents bonnies et pas tout à fait grandi en métropole parce que d'abord la Guyane anglaise, qui était la Guyane anglaise, née en 1977 et amenée à la Guyane anglaise pour un temps avec mon papa. Vous habitiez où? C'est au Guyana, c'est ça? Oui, Guyana, c'est ça, la Guyane anglaise. Vous habitez dans quelle ville là-bas? Je sais pas, j'étais petite. Là, je me rappelle plus, mais papa nous a dit, nous sommes restés à la Guyane anglaise pour, je pense, 1-2 ans. C'est pas quelque chose, Georgetown, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Mais en Guyane anglaise, nous sommes restés pour un moment, ouais. Tu avais quel âge à peu près? Alors, parti de la Guyane, d'après ce qu'on m'a raconté, mon père adoptif, parti de la Guyane, j'avais 1 an et demi, 2 ans à peu près. La Guyane française. La Guyane française, voilà. 1 an et demi à peu près, ouais. Et au Guyana, tu es resté au Guyana de 1 an et demi à combien, à quel âge? Je pense que nous sommes restés là-bas jusqu'à 7 ou 8 ans parce que papa avait un travail avec sa femme métropolitaine. Papa, je ne sais pas s'il était militaire dans l'armée, mais il avait un travail à Guyana. Ouais. Et tu as des souvenirs de là-bas? Non, pas du tout. J'ai pas beaucoup de souvenirs de là-bas, mais peut-être la maison est peinte en océan vert, tu vois. J'ai ce petit souci avec ce petit souvenir avec un balcon. On s'asseyait, on jouait dehors. Donc c'est ce petit souvenir que j'ai, ouais. Pas beaucoup, ouais. Et je suis plus jamais repartie jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et après le Guyana, vous êtes allé en métropole? Voilà. Nous sommes allés à Métropole, dans la ville de Besançon. Et puis, là, on est à l'école et papa, avec ma maman adoptive, ça n'allait plus. Donc, les choses étaient un peu plus à la page. Donc, il fallait... les deux étaient déjà vers la séparation et tout. Mais les enfants, en tant qu'enfants, on le ressentait aussi. Ouais. Donc tu dis tu avais des frères et sœurs? Voilà. Papa a quitté la Guyane française avec 2 enfants, un garçon et une fille, dont j'ai un frère. Donc on était à 2. Il est mon aîné. Il est né en 73. Oui. Il a aussi, il était récupéré aussi au dispensaire de Marie Passoula, en Guyane française. À quel moment tu as su que tu étais adoptée? À quel moment j'ai su que j'ai été adoptée? C'est une très très belle question. Papa nous a toujours dit, quand on a eu de l'âge, c'est-à-dire l'âge de comprendre quel âge tu as, comment je m'appelle, patati patata, papa nous a toujours dit, vous êtes des enfants de la famille Bonnet. Parce que la femme à mon papa, c'était une femme blanche, on n'était pas métissés, donc on savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, surtout à l'école. Les enfants qui vous disent, mais comment se fait-il que ta maman est blanche, vous n'êtes pas métissés? Tu vois, les trucs que les enfants posent comme question. Donc, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, quand mon frère, qui était plus âgé que moi, Joël, qui a demandé à papa, papa nous a dit, écoutez, je vais vous dire une vérité, votre famille s'appelle les Bonnet. Non, il n'a pas dit les Bonnet. Votre famille, le nom de famille, c'est Bonnet. Vous venez de la Guyane française, on vous a adopté. Mais je pense mon frère, là, il avait peut-être 11 ans, 12 ans.
Oui, et moi à peu près, je pense, 9 ans, dont papa nous a dit qu'il n'était pas notre père biologique, parce que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc les deux, ils se sont décidés d'adopter, entre guillemets, les enfants en Guyane, pendant qu'ils étaient là-bas au travail. Ouais. Et comment tu as appris cette nouvelle? Sans te mentir, Fabienne, papa et maman nous ont bien élevés, ils nous ont donné l'amour qu'il fallait, que tu peux donner à un enfant. Mais ça m'a marqué de savoir qui est vraiment mon vrai père et ma vraie mère. Donc, c'était quelque chose que j'avais derrière la tête, de savoir qui est vraiment... Donc, je pense mon frère Joël avait demandé à papa de savoir, mais tu as son numéro de téléphone, tu sais où il habite, son adresse, patati. Mais papa ne savait pas. Et à quel moment tu as décidé d'aller un peu plus loin? 19-20 ans, j'ai décidé de regarder les choses plus dans la profondeur, parce que ce que papa a fait, quand on a quitté Maripasoula, les sœurs de Maripasoula qui ont donné les enfants à papa, qui travaillaient à le dispensaire de Maripasoula, ont donné... C'était pas un truc de carnet médical, papa nous a dit, parce que papa nous a montré ce papier. C'était avec ce papier qu'il a voyagé avec les enfants. C'est-à-dire un truc médical, il amène les enfants à l'hôpital. D'accord. Voilà. Donc, et sur ce papier, c'était écrit né à Maripasoula. Donc, les papiers que papa a fait pour nous, la carte d'identité, le passeport, c'était né à Maripasoula. Donc, moi, quand j'avais à ma vingtaine, très tard, vers les 19 ans, 20 ans, j'ai décidé de savoir c'est quoi Maripasoula, c'est où je suis née, c'est qui ces personnes. J'ai déjà regardé dans la carte géographique, j'ai vu où ça se trouvait. Mais il fallait vraiment savoir, mais c'est qui cette personne? Et peut-être aller plus loin, savoir qui est vraiment mes parents biologiques. Papa nous a expliqué, et je me souviens, j'avais 8 ans, papa a expliqué à mon frère Joël, qui était plus âgé que moi, comment il a quitté la Guyane française avec les enfants, d'abord jusqu'à Guyana. Il a expliqué que c'était des sœurs qui lui ont donné les enfants. Apparemment, les sœurs travaillaient au dispensaire de Maripasoula. Il y avait des sœurs et les sœurs lui ont promis que, écoute, on fait ça à beaucoup de métropolitains, à beaucoup de gens qui viennent, qui n'ont pas d'enfants, qui veulent des enfants, on fait ça. Et donc, papa a expliqué ça à mon grand frère. Donc, cette nouvelle, moi, c'est mon grand frère qui me l'a passée. Mais papa a expliqué à mon grand frère il avait plus la connaissance de comprendre les choses que moi, peut-être qu'il était encore très jeune. Ouais. Donc, c'est comme ça on a pris cette nouvelle. Je ne l'ai pas appris à 19-20 ans, je l'ai appris par mon frère. Donc, c'est ce que papa avait dit à mon frère. Ouais. Et avant que tu nous expliques ce processus de recherche de ta famille biologique, est-ce que tu as eu une enfance heureuse avec ton père biologique? Là, tu nous expliquais tout à l'heure que tes parents adoptifs ne s'entendaient pas très bien quand vous êtes partis en métropole. Ils se sont séparés juste après ou ils sont restés ensemble? Ils se sont séparés juste après. Ça fait un grand problème parce que ma mère adoptive, qui était une femme blanche métropolitaine, elle est maintenant décédée. Je pense, et ce que j'entendais, parce que j'avais déjà des connaissances de comprendre des choses à cet âge-là, et elle voulait trahir comme quoi papa avait volé les enfants. Mais par contre, ils étaient tous deux dans l'affaire. Apparemment, ça, je ne suis pas très sûre, j'étais enfant quand on m'a volé. Donc, elle a dit, je vais amener au tribunal que tu as volé les enfants, tu les as fait des papiers, comme quoi c'était tes enfants, mais ce n'était pas tes enfants. Donc, la séparation entre mes deux parents était très, très... elle ne s'est pas très bien passée. Jusqu'à la mort de ma maman, les deux ne se parlaient plus. Et tu avais quel âge quand ils se sont séparés? J'avais 10 ans et demi quand mes parents se sont séparés. Et tout de suite après, mon papa, pourquoi ils se sont séparés? Parce que ma maman était énervée parce que mon papa sortait avec une dame africaine qu'il a connue en France. Donc tout de suite après, mon papa a épousé cette dame africaine quand ma maman est partie. Et qui vous a gardé en fait, le papa ou la maman? Le papa nous a gardés. Parce qu'il était noir, on était noirs, donc c'était plus positif que les enfants l'appartenaient au lieu de ma maman blanche. Nous garder 2 enfants noirs, c'était plus
Ça devait plus, voilà, c'était plus logique que papa nous garde. Donc papa nous a gardés, oui. Papa nous a gardés avec sa deuxième femme. Comment ça s'est passé avec la nouvelle femme de ton papa? Oui, la nouvelle femme de mon papa, elle, quand elle est venue chez mon papa, elle était déjà enceinte. De ton papa? Oui. Donc, c'est qui a causé la séparation entre ma maman blanche, la métropolitaine. Ma maman était un peu métissée. Elle n'était pas complètement blanche métropolitaine. Elle était métissée, un peu Guyana et métropole. Donc, c'est qui a causé la séparation entre mon père et ma maman métropolitaine. Elle était déjà enceinte. Donc, elle a accouché quand elle est rentrée dans la maison de mon papa. Tout de suite après, elle a décidé de nous haïr. Tout de suite après. Donc, moi, j'étais enfant, tu vois, quand tu es enfant et quelqu'un te aide, ça ne te dit rien. Mais après, quand tu deviens ado, tu commences quand même à voir une différence entre elle et ses enfants, et toi et tout. Donc, elle a eu vraiment des enfants un après l'autre parce que entre ses enfants, c'est une année de différence les uns après l'autre. C'était chaque année, elle était enceinte. Elle a eu combien d'enfants avec toi? Elle a eu 6 enfants avec mon papa. 6 enfants avec mon papa. Donc, je les connais quand même, mais je ne suis pas en contact avec eux, non. D'accord. Il n'y avait pas vraiment entre vous une relation de frères et sœurs? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de relation de frères et sœurs. Pourquoi? La dame, la femme africaine, nous appelait les enfants de la femme blanche. Je ne sais pas où la femme blanche vous a ramassé. Voilà les mots, par exemple, que j'entendais étant petite. Je ne sais pas où la femme blanche vous a ramassé, les enfants de la femme blanche. Quand je jouais avec mes petites sœurs, par exemple, rentre chez ta maman, la femme blanche. Donc, les choses comme ça, tu les entends en tant qu'enfant et puis tu te poses les questions en grandissant. Mais la femme blanche, bon. Parce que quand tu es enfant, tu es entre les mains de 2 parents, tu te dis ce sont tes parents, quelles que soient les couleurs des parents. Moi, je savais que la dame métropolitaine, c'était ma maman. Bon, mais après, pendant la séparation, j'ai compris qu'elle n'était pas vraiment notre vraie mère. Et puis, mon frère Joël nous a expliqué que papa a dit, elle nous a pris chez des sœurs catholiques. Donc, on savait que quelque part, ce ne sont pas nos parents, mais quand même, ils nous donnent de l'amour qu'on voulait. La dame africaine, elle est venue avec son motif dans la tête à vouloir prendre des biens parce que je sais que papa avait une très, très grande maison à l'époque. Et pour elle, elle pensait que comme nous sommes les enfants des aînés de papa, qu'il a pris en premier, les biens rentreront vers nous. Mais sa mission, c'était pour que tout aille chez ses enfants. Ouais. Donc, ça s'est vraiment très, très mal passé. Ouais. Et ton père, comment est-ce qu'il voyait cette différence de traitement entre les enfants de cette femme, de cette nouvelle femme, et vous? Je pense que papa voyait. Je vais te raconter quelque chose. Une fois, j'étais à l'école. Non, papa avait voyagé. Papa est parti, je sais pas, il a voyagé, il est allé quelque part. Papa a laissé l'argent du bus pour que les enfants puissent prendre le bus pour aller à l'école, y compris les enfants de la dame. Et elle m'a réveillée, ma mère, la femme africaine, elle m'a réveillée à 4 heures le matin pour aller à l'école. Soi-disant, papa n'a pas laissé l'argent du bus pour moi. Mais ses enfants dormaient encore. Eux, ils devaient prendre le bus plus tard à 8 heures. Moi, il m'a réveillée à 4 heures. Wow. C'était une école privée. Donc, elle m'a réveillée pour marcher. Donc, papa voyait ça. Quand papa est rentré, je lui ai raconté que j'ai marché toute la semaine pour aller à l'école. Mais quand j'allais à l'école, ma copine, qui s'appelait Esther, elle me donnait un peu d'argent du bus pour rentrer à la maison. Donc, mais quand je rentre avec cet argent, si la femme africaine voit de l'argent, elle va récupérer de l'argent. Le lendemain, je suis obligée de remarcher. Mais ton père, quand tu lui as appris ça, qu'est-ce qu'il a fait? On appelle ça aveuglé par je sais pas quoi. Je peux pas te dire, mais papa était complètement aveuglé par tout ce qui se passait. Il y avait un moment où papa était parti et la sœur de cette dame africaine habitait avec nous. La sœur de cette dame africaine. Et elle faisait la cuisine. Elle a donc dit à sa sœur, dont ma mère adoptive, pas ma mère adoptive, la femme à mon papa, comme quoi l'enfant que tu n'as pas accouché ne mange pas le repas que moi j'ai cuisiné. Donc je me souviens, attends, là, mon frère il avait déjà 14 ans, il a fugué, il est parti. Donc j'étais seule, délaissée entre les bras de cette femme.
Donc mon frère était déjà parti. Je pense qu'il était en 5e ou en 4e, il est parti. Il est parti à l'école, le matin, il n'est plus jamais revenu. Oui, il est parti. Il est parti chez une tante de ma maman adoptive, la femme blanche, qui est aussi décédée. Il est parti là-bas. Après, il ne pouvait pas rester parce qu'elle avait son mari. Il ne voulait pas de problème parce que toute la famille de la femme blanche connaissait notre histoire, savait que nous sommes des enfants volés. Nous sommes des enfants pas adoptés légalement. Nous sommes des enfants qu'on a donnés et tout le monde avait peur que cette histoire, s'ils nous gardaient, ça retombe sur eux. Donc c'était comme ça. Donc mon frère a été clochard pour un moment, à 14 ans, 15 ans. Votre mère adoptive, qu'est-ce qu'elle faisait Quand elle est partie, on n'avait plus des nouvelles. On ne savait plus là où elle était, mais avant de quitter mon papa, elle avait déjà un cancer dont elle souffrait. Elle était à l'hôpital aussi quand mon frère avait fugué, donc sûrement elle ne pouvait pas prendre. Et elle s'était remariée avec un métropolitain. Ouais. Donc en fait, vous avez été livrée à vous-même, quoi. D'un côté, une maman qui peut plus s'occuper de vous, qui a refait sa vie et qui est malade, et de l'autre côté, un papa qui a refait sa vie et qui aussi est aveuglé et vous n'êtes pas, quoi. Mais comment tu as vécu cette époque-là? Ça devait être très difficile. C'était très, très difficile, Fabienne, sans te mentir. Ce sont des choses que je me rappelle à mon âge aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses dont je me rappelle. C'était très, 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 très difficile d'être dans les bras de quelqu'un qui n'est pas ta maman. Donc, cette histoire d'être élevée par une dame qui n'est pas ma mère me fait mal jusqu'aujourd'hui, à mon âge. C'est difficile, les gens peuvent dire, mais oublie, ouais, mais ça me fait mal jusqu'à présent. C'était très, très difficile. Très, très, très difficile. Je peux écrire un livre. Et comment tu as fait pour t'en sortir? Je ne pouvais rien. Je me souviens, comme je te disais, l'histoire avec sa sœur qui faisait la cuisine. J'ai passé une semaine sans manger. Je vais te dire quelque chose, je partais à l'école, je marchais parce que mon argent du bus, ça ne me donnait pas. Je me souviens, j'ai raconté ça à mes enfants aujourd'hui. J'avais trouvé un chewing-gum par terre, je l'ai pris, j'ai marché parce que tellement j'avais faim. Je l'ai pris par terre, il avait plein de sable, je l'ai mâché. Je l'ai pris pour mâcher. Ma copine à l'école qui s'appelait Esther, elle apportait un peu plus de repas avec elle, donc elle me donnait un peu. Elle me donnait des garnitures parce qu'une jeune adolescente qui commence à avoir ses règles, déjà j'ai eu mes règles très tard parce qu'à cause de tout ce stress qui agissait sur mon corps et tout, donc elle me donnait aussi les garnitures, cette fille à l'école. Elle était plus âgée que moi, mais c'était elle. C'est cette fille qui m'a dit, Julie, tu es tachée, tu es sale. C'est elle qui m'a dit, maintenant tu es une femme, c'est elle, pas la femme de mon papa. Donc c'est quelqu'un dehors qui m'a montré certaines choses qu'une femme, une maman peut montrer à son enfant. Donc c'était très difficile. Je l'ai vécu comment? Je priais, je disais, je prenais un jour après l'autre. Si aujourd'hui c'est moi qui faisais la cuisine, ou c'est moi qui nettoie, c'est moi qui faisais les cheveux à ses enfants, c'est moi qui faisais tout le ménage à la maison, c'est qui m'a aujourd'hui. Tu connais bien ma vie, Fabienne. Il faut que je nettoie tout le temps. Tout ça, ce sont les reflets de ma jeunesse. Et ça, c'était dans les années 80, n'est-ce pas? Tout à fait. C'était dans les années 80. Donc tout ça, ça m'a affectée jusqu'à aujourd'hui. Et mon mari aujourd'hui voit ça en moi. Il voit ces traits en moi. Et je lui dis, je peux rien. C'est quand tu as un enfant, et tu commences à traiter un enfant d'une certaine façon, ça va jusqu'à sa vieillesse. Hein. Tu as réussi à sortir de cette maison à partir de quel âge? Alors, quand j'ai fait mon bac, j'ai eu contact avec mon frère. Il n'est plus revenu. Papa a essayé de le retrouver. Il n'est plus revenu. Je me disais que, tant pis, c'est bien, il a trouvé ses parents. Il a trouvé nos parents, peut-être un jour. Donc, quand j'ai passé mon bac, comme quoi mon frère est revenu dans ma vie. Mon frère, il m'a dit, écoute, c'est le moment de sortir de là. Et je lui ai dit, sortir comment? Je fais comment? Déjà, la femme africaine de mon père ne voulait pas que j'aille à l'université. Je voulais bien faire les études d'avocat, parce que j'ai toujours voulu être avocat. Elle ne voulait pas,
parce qu'elle voulait que son enfant, ce sont ses enfants qui progressent, elle ne voulait pas du tout que je progresse. Bon, et après, je me souviens, il y a une dame qui était venue, qui était amie à la femme africaine de mon papa. Une dame qui parlait à mon papa, j'étais assise là, et elle disait à mon papa, cette dame, je me rappelle très très bien et vivement de ce qu'elle a dit. Elle a dit à mon papa, si tu ne veux pas de cet enfant, pourquoi pas prendre l'avion et aller même la déposer à l'aéroport et dire à n'importe qui que c'est là où je l'ai prise, retrouver ses parents. Parce que ces dames, elle m'a vue, je pleurais, j'étais assise dans un coin, je pleurais, j'avais faim. Et quand papa venait, papa disait « Oh, vache, telle, pour qu'elle te donne à manger, alors qu'il y a à manger à la maison. » Et quand papa me disait « Vache, telle, ce n'est pas à côté de la cuisine. C'est à peut-être 3-4 kilomètres pour un enfant déjà fatigué, pour un enfant déjà amaigri, pour un enfant déjà très, très affamé. Fait encore 3 kilomètres pour aller chercher à manger chez une des tantes, une des je sais pas quoi. » Ouais, je me souviens, il y avait une tante chez qui on m'a envoyé 2 ou 3 fois manger. Elle m'a donné à manger, mais elle m'a ramené comme de la police chez mon papa, lui dire, écoute, moi, je veux pas de problème. Tu peux pas prendre l'enfant de Troy et accepter que ta femme fasse ça à cet enfant. Je te conseille de ramener cet enfant là où tu l'as prise. Donc, elle disait ça, mon papa. Je prenais l'histoire, tu sais, quand tu es enfant et tu es dans l'eau, tu apprends à nager. Hein. Donc, j'apprenais à nager jour après jour, je le prenais comme ça. Donc, c'est quand j'ai passé le bac que mon frère m'a dit, c'est le temps de faire ta fugue. Donc, j'ai dit à mon frère, je ne veux pas faire ma fugue, je veux sortir quasiment. Donc, mon frère m'a donc dit, écoute, essaie de faire une application à l'université. J'avais fait une application à l'université en Italie. La femme de mon papa ne voulait pas. Elle a dit non. Elle apprend la couture, elle reste à la maison. Je n'aurai plus personne pour faire la cuisine, nettoyage, je fais les cheveux à mes enfants, J'étais sa boniche, sa poule aux œufs d'or pour faire tout. Elle était bien assise, pieds croisés, moi je faisais tout. Mais une question me taraude. À l'école, personne n'a vu ce qui t'arrivait? Que tu venais à l'école affamée comme ça? Et les services sociaux n'ont pas été avertis? Je savais pas ce que c'est services sociaux à l'époque. Je savais pas, sans te mentir. Mais comme je t'ai dit, il y a une copine à moi qui le savait. Et je l'ai bien expliqué. Comme je t'ai dit, c'est elle qui m'a donné ma première garniture. Elle amenait plus à manger avec elle pour me donner, mais elle aussi, je sais pas si elle a dit à ses parents, je sais pas, personne. J'étais à l'école primaire, j'étais chez les catholiques, dans une école catholique. Au collège, j'étais dans une école catholique. Dont il y avait une sœur qui s'appelait la sœur Elisabeth, c'était une métropolitaine, je me souviens très très bien, qui a remarqué déjà que je grossissais trop, parce que j'étais vraiment très grosse et ado. Mais c'était pas grosse parce que je mangeais beaucoup. J'étais grosse parce que j'étais mal à l'aise. J'étais vraiment mal à l'aise. Mon environnement et tout. La sœur, la métropolitaine, la sœur Elisabeth a pensé que j'étais enceinte. Je pense que j'avais 14 ans, 15 ans. Elle a pensé que j'étais enceinte. Elle a donc convoqué mes parents à l'école. Mon papa lui a dit non. Maria, elle est comme ça. C'est comme ça, elle est grossie. Mais j'étais mal à l'aise parce qu'il y a... Tu vois, certaines personnes, quand ils sont mal à l'aise, soit ils grossissent, soit ils maigrissent. Ouais. Donc, moi, j'étais mal à l'aise, donc je grossissais. Adolescent. C'est quand je suis partie à l'université que j'ai commencé à perdre ce poids. Et tu as réussi, donc elle ne voulait pas que tu ailles en Italie. Tu as réussi à aller dans quelle université finalement? Donc, mon frère, quand il a fugué, lui, il est allé faire sa vie en Allemagne. Mon frère Joël, dont je suis allée en Allemagne faire à l'université, j'ai fait une demande, ils m'ont accepté, mais par contre, ils m'ont dit de parler la langue en 6 mois. Si je ne parle pas la langue et que je passe pas l'examen de langue, je ne pouvais pas étudier. Donc, c'était retour aux casernes. Et tu as réussi? Oui, j'ai parlé la langue, je me suis mise, il y avait une fille à côté qui était turque, elle parlait pas, voilà. Qui habitait dans un truc étudiant, qui m'a beaucoup aidée. J'ai fait des efforts d'être dans le milieu des Allemands, que des Allemands, pas des Français.
Et oui, ça m'a beaucoup aidé. Oui, j'ai passé l'examen. Ils m'ont pris à l'université. Ouais, Comment tu as réussi à aller en Allemagne? Je suis partie en Allemagne avec mon frère parce que mon frère est revenu. Oui, non, il est revenu voir papa. Il a dit je prends Maria. Je l'amène avec moi. Elle va étudier. Papa a dit bon, mais tant pis. Tu peux prendre ta sœur. Donc c'est comme ça, je suis partie en Allemagne. Et comment tu t'es sentie quand tu es arrivée en Allemagne, en dehors de ce cercle familial toxique? C'était difficile, sans te mentir. J'ai passé 2 ans à pleurer en Allemagne. Même quand j'étais seule, j'étais bien, j'étais dans mon appartement, mais je pleurais sans arrêt. Pourquoi je pleurais? Parce que je ne sais pas si c'était les Allemands sont très racistes déjà, donc je me suis dit, tu sors de la bouche du lion pour entrer dans les bras du loup. Donc j'étais constamment persécutée par la couleur de ma peau, ce qui ne m'était jamais arrivé. Là où j'étais en France, je ne voyais pas la couleur de peau là où j'étais, et subitement, c'était tout le monde qui parlait de ma couleur de peau subitement. Donc ça m'a beaucoup persécutée. Je me souviens une fois, j'ai pris mon vélo, c'était ma première année, j'avais trouvé un boulot, je parlais super bien allemand, j'ai appelé au téléphone, la dame m'a dit oui, venez. Il neigeait, j'avais la neige jusqu'aux genoux, et la dame, dès que j'arrive, elle me dit, elle était au téléphone, elle ouvre la porte, je lui dis, c'est Maria, j'ai appelé pour le boulot. Elle referme la porte tout de suite après moi. Elle est au téléphone, elle revient 5 minutes, je suis sur la neige, il neige toujours. Avec mon vélo, j'ai les doigts complètement figés, glacés, complètement figés, parce qu'il faisait très très froid. Elle revient après 10 minutes, elle rouvre la porte, elle me dit, c'est toi Maria, c'est toi qui m'as parlé au téléphone? Je dis oui. Elle me dit, non, moi j'ai parlé avec Maria allemande. Je dis non, c'est moi qui vous a parlé. Et elle me dit non, j'ai pas besoin de noir, je suis désolée. Elle a refermé la porte, elle est partie. J'ai fait tout, j'avais fait peut-être 1 heure en vélo pour venir chez elle. J'ai refait 1 heure pour rentrer en pleurant. Donc c'était très difficile, j'ai passé 2 ans à pleurer. Je me souviens, à un moment, j'ai appelé papa, j'ai dit papa, je rentre, je peux pas rester en Allemagne, c'est pas pour moi. Et mon frère m'a dit, t'es malade. Tu veux rentrer dans la bouche du lion? Cette femme ne veut pas de notre bien. Elle ne nous a pas accouchés. Pourquoi tu peux? Même si c'est difficile, je supporte. Donc, je me suis dit, ok, je vais essayer. J'ai donc eu des amis, tu vois. J'avais une amie française. On était vraiment amis, on se voyait de temps en temps. J'ai eu quelques amis allemandes. Et ils me sortaient parfois. Donc, le début était difficile, mais après, je me suis mise. Ouais. Tu restais combien de temps en Allemagne? Très longtemps. C'est ma deuxième ville, c'est mon deuxième pays. C'est quelque part que j'aime. Je suis restée en Allemagne jusqu'à ce que j'ai connu mon mari. Je me suis fait des amis à l'université. Je me suis fait des amis dehors. J'avais des petits boulots pendant les vacances et tout. Ouais, à un certain moment, peut-être à ma 3e, 4e année en Allemagne, j'ai senti comme si le mur de Berlin était cassé. Parce que j'étais quelque part, il y avait un mur qui m'empêchait de faire ce que je vais faire. Donc, je pense à la 3e année, après avoir quitté le cocon familial avec la femme à mon papa, le mur s'est cassé après une 4e année, mais le début était difficile. J'avais toujours derrière ma tête, elle va te bastonner, elle va te crier dessus, elle va dire que t'as pas fait ça. Même quand tu étais en Allemagne? Oui, même quand j'étais seule, j'avais toujours ça. T'as pas fait la vaisselle, t'as pas fait. C'était là, c'était dans ma tête constamment. J'étais traumatisée, voilà le mot. J'étais traumatisée. C'est ça le mot. J'avais toujours peur. J'allais au lit à 5 heures parce qu'elle va te crier dessus, elle va dire à papa, tu seras bastonné. J'avais toujours. Oui, j'ai vécu comme ça, avec ce trauma pendant 2 ans et demi. Ah oui, avec très très loin d'elle, oui. Je me souviens une fois, je suis sortie avec des amis. Il y a un Allemand qui m'a dit, mais tu es tellement noire. Toi, tu viens d'où? Mon frère était tellement fâché parce que j'avais déjà ce trauma, je pleurais tout le temps. Mon frère est parti, il a bastonné le monsieur. Ah oui, il a super bien bastonné. On a appelé la police. Ouais. Ouais, donc j'étais constamment traumatisée. Ça a pris du temps. Déjà traumatisé que ce n'est pas tes parents, traumatisé que tu ne sais pas qui est tes parents, traumatisé que tu ne sais vraiment pas d'où tu viens, traumatisé
maltraité pendant toute ton adolescence, c'est beaucoup pour un enfant de porter. Ouais, c'est beaucoup. Tu as fait quelles études en Allemagne? Alors, j'ai fait les études de langue. Donc, je voulais faire les études pour être journaliste. Donc, j'ai fait les langues et après, j'ai changé en comptabilité. Ouais, donc après, je me suis dit, je ne serai jamais journaliste en Allemagne parce que de toute façon, la couleur de peau ne me le permet pas en Allemagne. Donc, j'ai décidé de faire la comptabilité. Ouais. Est-ce que tu as voulu reparler à ton père et pour qu'il t'explique, pour lui expliquer toi, comment ça t'a touché toute cette enfance que tu as passée avec lui dans cette maison avec l'autre femme? Papa nous a toujours donné cette image de monsieur. Tu ne poses pas les questions, tu vis ce que tu vis, c'est tout. Ouais, papa était toujours le plus fort dans la maison. Donc, je n'ai jamais affronté papa, mais par contre, je l'ai fait plus tard quand je me suis mariée. J'ai demandé à papa, est-ce qu'il pense que la jeunesse qu'il m'a donnée, de son point de vue, je veux savoir si c'était une bonne jeunesse, ce que j'ai passé dans les bras de sa femme. Papa, c'était un silence complet, il ne m'a pas répondu. Je lui ai dit, papa, je veux vraiment savoir, tu sais, c'est très important. Il a dit, tout ce que je veux vous dire, mes enfants, c'est que je vous ai donné l'amour que vos parents Boni, votre famille Boni ne vous a pas donné. Vous étiez abandonnés dans un hôpital, prête à mourir. Cette sœur catholique vous a sauvés et je vous ai donné la vie que peut-être, si vous étiez restés dans cet hôpital, vous seriez enterrés aujourd'hui. Quelle réponse? Tu l'as cru? Non. Oui. À l'époque, je l'ai cru, même après avoir été mariée, oui, je l'ai cru. Oui. Et plus tard, j'ai eu une autre histoire. Dans la vingtaine, tu as voulu connaître cette famille biologique. Tu étais en Allemagne à cette époque. Raconte-nous le processus. Alors, comme je t'ai dit au début, les 2 premières années en Allemagne étaient très difficiles pour moi. Donc, qu'est-ce qui m'a reconfortée? C'est la religion. Donc, la religion m'a beaucoup reconfortée. Je suis rentrée dans une religion, j'ai commencé à parler aux gens. Et dans cette religion, j'ai donc demandé de contacter quelqu'un dans le pays parce que j'avais déjà cherché où était Maripa Sola. J'ai donc demandé à contacter quelqu'un en Guyane française. C'était pour le but de savoir où est ma famille, qui est ma maman et qui est mon papa. Donc, dans la Bible que j'avais, le derrière, il y avait l'adresse. Il y avait l'adresse du Bethel à Maripa Sola et j'ai donc contacté le Bethel à Cayenne, voilà, le Bethel à Cayenne, pardon. J'ai contacté le Bethel à Cayenne. J'ai demandé dans ma lettre de contacter quelqu'un à Maripa Sola. Donc, c'était comme ça. Avec qui tu pouvais correspondre. Voilà, avec qui je pouvais correspondre facilement pour plus tard lui poser des questions qui me tenaient à cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, cette lettre a été donnée à une fille à Maripa Sola, oui, qui s'appelle Rebecca, et qui m'a répondu après. J'étais étonnée, à ma boîte aux lettres, en Allemagne, je vois une lettre qui vient de la Guyane française. On a fait la correspondance 1-2 fois. Elle m'a envoyé une petite photo d'elle. Je l'ai envoyé une petite photo de moi. Et on a commencé à correspondre. Et plus tard, on s'est changé de contact téléphonique. Ouais, on a commencé à faire des... Mais jamais je lui ai dit qui j'étais. Jamais je lui ai dit c'était quoi mon motif. Jamais. Mais on communiquait, oui, je suis comme ça, moi j'aime ça. Je lui disais, je fais ça, je fais ces études, je fais ça. Oui, on communiquait des années sans que je lui dise vraiment pourquoi j'ai demandé à faire ça. Combien d'années t'as tenu comme ça dans cette correspondance sans lui dire? Et je pense 3 ou 4 ans. Juste des lettres. Ça m'a réconforté, mais en même temps, ça m'a fait peur. Ouais, réconforté que, ok, maintenant, il y a quelqu'un. Pourquoi ça m'a fait peur? Parce que Rebecca ne me ressemblait pas. Pas du tout. Elle venait de là-bas. Après, je me suis dit, papa nous a menti. Les gens de là-bas ressemblent à Rebecca, ne sont pas comme moi.
Donc, j'ai eu peur que j'ai contacté la mauvaise personne, j'ai contacté le mauvais endroit. Parce que Rebecca, elle est métisse. Voilà, elle est métissée et moi, je suis complètement jet black. Ouais, donc c'est pour ça. Ouais. Donc, pendant 3 ans, on communiquait, mais sans se dire, je lui ai rien dit. Pendant 4 ans, comme ça, on communiquait juste. Alors, j'ai décidé un jour, j'appelle mon frère, j'ai dit, tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre le billet d'avion, je vais partir. Il dit, jamais ne fais pas ça, t'es malade. Ces gens-là qui nous ont vendus, ces gens-là qui nous ont laissés pour mourir, tu veux essayer? Non, il ne devait pas. Je suis partie, c'était dans des années 90, 95, 96, comme ça, je pense. Je me rappelle bien. Je suis partie. J'ai dit à mon frère, je vais partir. Mon frère était contre. Bah, après, il a dit, écoute, t'es adulte, hein, tu fais ce que tu veux, mais moi, je te conseille de ne pas partir. Hein. Tu ne connais pas. Tu ne les connais pas. Ils ne te connaissent pas. Comment est-ce que... c'était des questions entre questions. J'ai donc décidé j'ai pas dit à Rebecca, non plus dans la lettre, parce que les lettres, bon, en allemand, c'est rapide. Ça prenait quand même 1 semaine pour recevoir et qu'elle reçoive la lettre. Donc, j'ai pris quand même un billet d'avion. J'ai pris un billet d'avion pour Paris. Je me souviens, j'ai dormi à Aubervilliers. J'avais une copine à Aubervilliers. Elle a étudié à Aubervilliers. Elle avait décidé d'aller à Paris pour étudier. J'ai dormi à Aubervilliers. Le lendemain, ma copine m'a accompagnée à Orly. Elle m'a mis dans l'avion. J'ai pris l'avion. J'ai dit à Rebecca, étant en Guyane. Étant en Guyane. C'est là où je lui ai dit c'était quoi, pourquoi, comment, qui je suis, étant en Guyane. Ouais. Tu es allée chez elle? Non, je suis arrivée en Guyane. Je n'ai pas dit à Rebecca que je venais en Guyane. Déjà, je suis allée à l'hôtel. La première fois, au fait, je suis allée à l'hôtel. Et l'hôtel n'est pas loin de l'aéroport, à Cayenne. Je suis restée là. Dans les pages jaunes de l'hôtel, qui étaient dans ma chambre d'hôtel, j'ai commencé à chercher la famille qui s'appelle Boni. Je n'ai pas trouvé. Dans les rues de Cayenne, je me souviens, je suis sortie pour aller dans une boulangerie. J'ai posé une question à une dame, qui était une dame créole. Je lui ai demandé, madame, est-ce que vous savez une famille qui s'appelle Boni? Elle me dit, madame, Boni, non, ça c'est je connais pas de famille qui s'appelle Boni, mais par contre, il y a la race des Boni. Mais ils sont plutôt de l'autre côté de la Guyane. Ici, vous trouverez des Boni, oui, qui habitent sur Cayenne, mais ici, c'est plus des créoles, des métropolitains. Elle m'a raconté, c'est rentré par là, c'est sorti de l'autre côté. Donc, elle m'a dit, c'est plutôt de l'autre côté. De l'autre côté, elle m'a pas dit exactement où. Donc, j'ai laissé tomber. Je suis restée en Guyane 2 semaines, je suis rentrée en Allemagne, sans dire rien à Rebecca. Donc, la première fois que je suis arrivée en Guyane, Rebecca ne savait pas que j'étais en Guyane. Oui. Je suis arrivée, je suis restée à l'hôtel 2 semaines, je suis rentrée. Pourquoi tu n'as pas été à Marie-Pascela? Pourquoi la dame que j'ai vue à Cayenne, elle a dit l'est de la Guyane, quelque chose comme ça, l'ouest de la Guyane, mais elle ne m'a pas dit ouf. Je ne pouvais pas m'hasarder à commencer, surtout que mon frère m'avait déjà mis dans la tête, je ne les connais pas, hein. Peut-être ce sont des gens de la forêt. C'était ces questions, j'avais aussi peur, j'avais très très peur aussi. Je connais personne, je suis restée 2 semaines, mais comme quoi, dans l'avion pour Cayenne, il y avait une dame qui m'a reconnue, dans l'avion pour Cayenne. Une dame qui a passé la nouvelle à mes cousines paternelles, mon papa biologique, qui s'appelait Didi Wakaso, qui a passé la nouvelle à mes cousines de Cayenne, comme quoi j'ai vu votre cousine qui était partie depuis des années. Donc eux, pendant que moi j'étais à l'hôtel, donc quand je suis sortie dans les rues de Cayenne, et ils étaient dans cet hôtel où j'habitais pour me chercher, pour demander à l'hôtel s'il y a quelqu'un de la métropole qui est là. L'hôtel a dit, on a plein de gens de la métro qui sont venus de la métropole, je sais pas. Une fille noire, on a plein de filles noires qui sont là, je sais pas. Mais par contre, là, pendant qu'ils étaient dans cet hôtel, moi, j'étais dans Cayenne, dans la ville de Cayenne. Donc, c'est une dame qui n'arrêtait pas de me regarder dans l'avion pour Cayenne. Elle n'arrêtait vraiment pas de me regarder. Je me suis posé la question pourquoi. Mais elle a donc dit, ça, c'est la fille de Didi Wakaso, c'est pas possible. Jamais. Je suis arrivée à Cayenne. Elle était
on est sorti de Rochambeau. Elle était à côté de moi. J'ai pris le taxi pour l'hôtel. C'est elle qui a dit à mes cousines l'hôtel où j'étais. Parce que j'ai dit au taximan, est-ce que vous pouvez me déposer à l'hôtel tel, tel, tel? Et comment tu as su cette histoire-là? Mes cousines me l'ont dit après, que la dame était dans l'avion. Il y avait une dame dans l'avion qui nous a dit que tu étais dans l'avion pour Cayenne. Et je dis, mais je ne connais pas. Je dis, je me rappelle bien une dame qui n'arrêtait pas de me regarder dans l'avion, mais je ne sais pas. Elle me dit, Julie, c'est ta tante. Elle est de Paramaribo. Elle a su que c'était toi. Et c'est elle qui nous a dit, je vous assure, la fille de Didi Wakaso était dans l'avion. Et elle a pris le taxi à Cayenne pour l'hôtel. C'était comme ça. Et ça, tu l'as su combien de temps après? Je l'ai su la deuxième fois que je suis arrivée en Guyane. Combien d'années ensuite? Je suis revenue 5 ans après. Pourquoi tu as mis autant de temps pour revenir? Parce que je me suis dit, je ne cherche plus, je laisse tomber. Ces parents très méchants qui m'ont vendu, parce que papa nous a dit, il a payé pour avoir ses enfants. Papa a payé de l'argent. Il payé où? Je ne sais pas, mais papa nous a dit qu'il a payé. Donc je me suis dit, ces gens qui vendent des enfants, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, je laisse. Mais Rebecca, par contre, a continué à m'écrire. Et donc, dans une lettre de Rebecca me dit, j'aimerais bien te voir en personne, un truc. Je dis, moi aussi, viens en Allemagne me voir, on va bien s'amuser, on va passer un bon moment. Elle me dit, viens d'abord en Guyane. Mais je ne lui ai jamais dit que j'étais déjà en Guyane. Je ne l'ai jamais dit que j'étais déjà en Guyane. Donc, je lui ai dit, OK, je vais venir en Guyane. OK. Après, j'ai recommencé à avoir cette envie de repartir. Mais l'envie de repartir, de voir Rebecca en personne. C'était l'envie de voir une copine qui persiste à m'écrire, qui est toujours là. J'ai trouvé ça gentil de sa part, vraiment. Et c'était vraiment gentil. Elle n'a pas arrêté, elle a continué, quoi. Ouais. Donc, c'était de repartir pour voir Rebecca. Ouais. C'était pas repartir pour quoi que ce soit, parce que là, je me suis dit, j'arrête les recherches, je laisse tomber, mon frère a raison. Et donc, tu l'as fait 5 ans après? Oui, je l'ai fait 5 ans après, je suis rentrée en Guyane. Et en Guyane, j'étais dans la... Tu étais déjà mariée? Voilà. Okay. J'étais déjà mariée. Et j'avais Martin, j'avais mon fils, OK, qui j'ai laissé à Aubervilliers, chez ma copine. Et j'ai pris l'avion. Donc, je suis partie en Guyane et j'étais dans l'avion avec Fabienne. Et la sœur de Rebecca, que je ne savais pas, je ne connaissais pas, la sœur et le petit frère Rebecca, qui n'est plus là, entre nous aujourd'hui. Donc, j'étais dans l'avion avec elle pour Cayenne. Arrivée à Cayenne, je suis allée à l'hôtel parce que Rebecca, je n'ai pas dit à Rebecca de venir me récupérer. Rebecca ne savait pas que je prenais aussi l'avion ce jour-là. Elle ne savait pas quand est-ce que j'arrive. Je lui ai seulement dit j'arrivais. Donc, je suis repartie dans le même hôtel, là où j'étais avant. Ouais. J'ai pris les pages jaunes dans la chambre de l'hôtel. J'ai appelé Rebecca. Je lui ai dit, je suis en Guyane. Elle me dit, mais non, tu racontes? J'ai dit, oui, je suis en Guyane. Je suis à tel hôtel. Elle habitait Montjoly à l'époque. Elle est donc venue me chercher dans cet hôtel, Rebecca. C'était vraiment la photo de la personne dont je m'attendais. C'était vraiment la personne, quoi. Donc, je l'ai reconnue vite fait. Quand elle arrive à l'hôtel, elle m'a pris. Elle m'a amenée. J'ai retrouvé Fabienne, étant toujours habillée, comme elle était habillée dans l'avion. Et bon, en fait, tu as l'art de rencontrer, de prendre l'avion avec des gens qui sont liés à toi sans que tu le saches. C'est vraiment terrible. Je trouve Fabienne assise. Rebecca me présente Fabienne qui me dit, c'est ma petite sœur. Je dis, mais j'étais dans l'avion avec elle. Elle était assise derrière. J'étais assise au milieu quelque part, j'étais dans l'avion. Elle me dit non, tu n'étais pas. J'ai dit j'étais dans l'avion. Elle est même toujours habillée comme elle est habillée. De toute façon, tu viens d'atterrir, tu as pris l'avion. Fabienne me dit oui, on vient de la mettre parce qu'à l'époque, tu étais encore étudiante. Ouais. Mais là, moi, j'étais déjà mariée et tout. Et puis, j'ai croisé ta maman, une femme qui m'a prise comme sa fille. C'est qui m'a touchée au cœur. Elle m'a gardée chez elle sans me connaître, sans connaître qui je suis. Je pouvais être une voleuse, je pouvais être une menteuse, je pouvais être une criminelle, mais elle m'a pris chez elle. Elle m'a dit, tu restes pas à l'hôtel, tu restes là avec nous. Donc, j'ai passé les vacances là avec vous. Je suis rentrée avant parce que toi, tu es resté longtemps. J'avais juste 2 semaines, je suis rentrée, mais c'était génial. C'était génial. J'ai beaucoup aimé la façon dont j'ai été traitée avec la maman de Rebecca, donc ta maman, et Rebecca, c'est ça qui m'a poussée à revenir.
Donc, pendant que j'étais là, j'ai donc parlé de mon histoire à Rebecca. Elle m'a demandé, Julie, pourquoi tu as pris ce... J'ai dit, Rebecca, je sais pas, je sais pas. Je lui ai donc dit. Donc, maman, qui est ta maman, elle a donc dit à Rebecca, tu prends l'avion demain pour l'amener à Maripasoula. Je pense c'est là où est sa famille. Parce que maman avait vu sur mon passeport. J'avais mon passeport à l'époque, j'ai donné à maman. Née à Maripasoula, maman l'a vu. Donc, elle m'a dit, tu l'amènes à Maripasoula. Tu l'amènes à la mairie de Maripasoula. Elle pourra peut-être retrouver sa famille. J'avais une peur dans mon cœur. Si tu touches mon cœur, ta main tremble. J'étais là. J'ai appelé mon frère, Joël. Je lui ai dit, Joël, demain, je vais à Maripasoula. Il m'a dit non. Je dis oui. Il m'a dit non. Je dis oui, j'ai trouvé quelqu'un qui veut m'amener à Maripasoula. Il m'a dit, tu racontes? J'ai dit oui. Il m'a dit, mais tiens-moi au courant, hein, tout le séjour, tiens-moi au courant, comment ça se passe. Il avait peur quelque part, en même temps il était content, il ne savait pas si... Donc Rebecca m'a donc amené à Maripasoula et j'ai habité dans la maison de la maman de Rebecca à Maripasoula. Et ce jour-là, on a dormi là, c'était super bien. Je suis donc sortie le lendemain pour regarder Maripasoula. Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais du pain pour le petit déjeuner et deuxièmement, je cherchais cette fameuse dispensaire de Maripasoula. Cette fameuse dispensaire dont papa nous a dit, elle nous a pris. Je voulais voir s'il y a des sœurs et tout. Parce que tout ça, j'ai pas dit à Rebecca, c'était en moi, c'était dans mon cœur. J'ai pas dit à Rebecca, je lui ai juste dit que Rebecca, on a été prise d'ici. Moi, mon frère et tout. Donc, quand je marchais sur la rue principale de Maripasoula, c'est la rue Lieutenant de Merge, voilà. Je marchais, il y a une dame qui s'est mise à crier hystériquement comme ça. Dès qu'elle m'a vue, elle s'est mise à crier en aloukou. Elle s'est mise à crier. Et pendant ce temps, mes cousines de Cayenne, du côté de mon papa, ont entendu que je suis revenue en Guyane. Donc, eux me cherchaient, mais par contre, ils ont entendu que je suis à Montjoly. Je ne sais pas comment, mais quand ils sont venus chez maman leur a dit, elle est à Maripasoula. C'est maman qui leur a dit, elle est partie, elle a pris l'avion ce matin pour Maripasoula. Donc, ils ont donc appelé Maripasoula, et parce que Makoudou m'avait dit que tes cousines ont appelé. Ils ont entendu que tu es là. Donc, cette femme qui criait par l'analokou, moi, je comprenais rien, que dalle. J'avais mon pain à main, je marchais pour trouver cette fameuse dispensaire et tout. Et elle criait, mais elle criait, non seulement elle criait, mais elle m'a arrêtée. Je ne pouvais plus bouger. J'ai rien compris. Je me suis sentie comme une voleuse. Je sais pas. Elle criait, elle disait des trucs que je comprenais pas. Alors, il y a une dame, il y a une fille créole que je connais toujours, à Maripasoula. Elle est venue, elle m'a expliqué pourquoi la dame est en train de crier. Elle comprend le coup. Elle m'a donc expliqué et tout. Je dis, ok, mais je suis là avec ma copine, je vais chez ma copine, elle doit me laisser partir, elle doit quand même me lâcher. Je dois partir parce que ma copine, on veut prendre le petit déjeuner, je dois ramener du pain. Elle me dit, ta copine, c'est qui? Je dis, Rebecca. Ah oui, Madame Lucienne, oui, je connais bien, ouais, je vais venir. Je repars, j'ai rien dit à Rebecca. Je me suis dit, il y avait une dame qui criait dans le coup, je comprenais rien. Je n'ai pas dit toute l'histoire à Rebecca. On a fait le thé, on s'est assis, on mangeait et tout. Et subitement, quelqu'un qui cogne à la porte. C'était la même dame avec Marlène, une cousine à moi maternelle. On est venu voir ta copine. J'étais à l'intérieur, je me souviens bien. Makoudou, qui est dans ma tante maternelle, qui a le même nom de famille que ma mère, elle est donc venue après. Et le lendemain, elle m'amenait à Papageton. Donc, à Papageton, c'est sorti du bateau que les gens ont commencé à crier. Déjà, je criais tout le long du bateau parce que je n'ai jamais fait ça. La pirogue, Maripasoula, Papageton, j'ai crié, on m'entendait en Allemagne, mais les gens ne savaient pas que c'était moi. Donc, arrivé à Papageton, dès que je suis sortie du bateau, c'est tout le monde qui criait. Je n'ai rien entendu. On dirait la princesse de Galles arrivée à Papageton. C'était pas des cris de joie, tapis rouge, non, c'était des cris. Mon Dieu, elle ressemble à sa maman. Mon Dieu, elle est comme sa maman, la photocopie de sa maman. Donc aujourd'hui, je suis Maria,
Mais née Stéphanie, on m'a montré le livret de famille, morte, et livret de décès. Tu avais été déclarée morte. Ils ont toujours cru que tu étais morte quand tu étais bébé. Et tu avais un autre prénom que celui que tu as. En fait, ton père adoptif a changé ton prénom. Oui. Papa a tout changé. Papa nous a dit, il a tout changé pour qu'on ne nous retrouve pas, hein. Mais tout ce qu'il a laissé pour qu'on puisse reconnaître notre famille, même s'il n'est plus en vie demain, il a laissé notre lieu de naissance, ce qui était Maripasoula. Et il a tenu de nous dire que notre famille, le nom de famille, c'est Boni. Ouais. Il a dit, j'ai tenu à vous le dire. Comme ça, dès que vous êtes adulte, vous décidez de chercher, c'est votre problème. Vous pouvez chercher. Il a tenu à lui faire, ouais. Et je suppose que cette rencontre avec ta famille biologique a été très intense. C'était très intense. J'ai une demi-sœur qui est née avant moi. Oui, une demi-sœur, une grande sœur qui est née avant moi. Et elle a des enfants. Et j'ai vu tout le monde. J'ai vu des tontons. J'ai vu toute la famille de Papa Jeton. Elle était très, très intense. Et c'est depuis ce moment, je me suis sentie en famille. Je me suis sentie un peu en famille, même comme ils sont toujours des étrangers pour moi, mais quelque part, c'est ma famille. Et depuis, je vais en Guyane régulièrement. Les retrouver. Et est-ce que tu as réussi à trouver ta maman et ton papa dans cette famille? Ma maman biologique, malheureusement, c'est elle que je tenais à voir pour lui poser la question, pourquoi vendre les enfants? Mais alors là, quand j'ai posé cette question à une cousine à moi, elle m'a dit, ta maman n'a pas eu des garçons. Donc mon frère qui a été pris au dispensaire de Maripasoula n'est pas, on n'a pas de lien d'une autre famille, mais on n'a pas de lien biologique, oui. Est-ce que tu as rencontré ta mère? Non, elle est décédée et elle était décédée à Maripasoula, je sais, parce qu'elle avait des problèmes mentaux qui n'étaient pas... Donc elle est décédée à Maripasoula, on l'a enterrée dans le cimetière de Boni. Mon père, par contre, oui, je l'ai vu à Cayenne. Didi Wakasso, oui, je l'ai vu, on a mangé, j'ai des photos avec lui, mais dommage aussi, lui aussi décédé, ouais. D'accord. Et t'as eu le temps de le voir. Voilà, et ma tante qui m'avait reconnue dans l'avion aussi décédée, ouais. Ouais. Et comment c'était cette première fois avec ton papa? Il était assis sur une chaise, il m'a dit de s'asseoir entre ses jambes. J'étais assise là, entre ses jambes. J'ai cette photo dans mon ordinateur, quelque part. Très belle raconte. Il a dit, je vous ai toujours dit qu'elle n'est jamais décédée parce qu'au fait, ils ont effectué l'acte de décès sans le corps. Ils n'ont jamais vu le corps. Les docteurs leur ont seulement dit que l'enfant est décédé. Quand ils ont demandé le corps, leur docteur leur ont dit qu'il n'y avait pas de corps. Mais ils ont quand même effectué l'acte de décès. Je lui ai dit, mais tu n'effectues pas l'acte de décès sans le corps. Il faut prouver que la personne est décédée pour faire l'acte de décès. Non, le docteur leur avait dit qu'il n'y avait pas de corps. Et puis, quand j'ai vu un avocat à Cayenne, l'avocat m'a dit, t'es pas la seule, Julie, il y a beaucoup d'enfants qui ont été enlevés comme ça. Et aussi, c'est pas une copine à moi, mais c'est quelqu'un que j'ai connu dans les réseaux sociaux, qui vient aussi de la Guyane. Elle est un peu amérindien, Boni. Elle aussi, elle a été donnée comme ça. Mais elle a refusé de rentrer chercher ses parents en Guyane, ou sa famille. Ouais, elle a refusé quasiment, parce qu'elle aussi, elle sait qu'elle a été vendue. Est-ce que ton père t'avait expliqué, ton père adoptif m'a expliqué que vous aviez été vendu, que vous avez été donné par les sœurs et que les parents ne voulaient plus de vous? Est-ce qu'aujourd'hui, tu crois vraiment à cette version-là? Toute la famille m'a dit non, que les Bonis ne vendent pas leurs enfants, ils aiment leurs enfants. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et quand ils me le disaient, je voyais la vérité en eux. Ouais, je voyais la vérité dans les yeux. Je pense pas qu'ils m'ont vendu. Je pense que papa nous a volés. Et pour cacher la bêtise qu'il a fait, il fallait tout changer. Il nous a laissé vivre dans le faux pendant des années.
Comment je l'ai su il fallait me marier, il fallait l'acte de naissance pour me marier. Papa est donc parti à la mairie à Paris. Il m'a fait un truc, voilà, mais je me suis mariée avec. Ouais. Quand papa est décédé, il est mort aux États-Unis. Mon frère et moi, on voulait aller chercher dans les documents parce qu'on voulait prendre ce papier. Parce que l'avocat m'a dit à Cayenne, si j'ai ce papier que la sœur lui a donné, ça sera une très bonne chose. Parce que il y aura peut-être le numéro de l'hôpital, dispensaire, je sais pas, quelque chose qui pourra avoir des archives en Guyane, quelque chose. Mais il est mort aux États-Unis parce qu'avec sa femme, ils sont partis aux États-Unis. Donc, nous, on a même été déshérités, je sais pas quoi. Nous, on ne voulait même pas l'héritage, on ne voulait rien. Jamais retrouvé ce papier. Non, parce qu'il est mort aux États-Unis, nous ne sommes plus jamais pas. Sa femme africaine ne nous laissera pas. Et ton histoire se termine un peu sur une note amère, c'est-à-dire que elle se termine bien, tu as retrouvé ta famille, tu es toujours en contact avec eux, je sais que tu vas les visiter et tout, ils viennent aussi chez toi. Tu as pu rencontrer ton père même si tu n'as pas rencontré ta mère et tu vois ta demi-sœur. Par contre, comme ta vraie identité n'est pas la bonne, tu te retrouves dans un imbroglio administratif et en fait, tu es morte, quoi. Et tu n'arrives plus à avoir tes papiers français. C'est bien ça? Explique-nous exactement. Oui, je suis dans une situation où je suis morte parce que j'ai un acte de décès. Stéphanie Awakaso qui est décédée. Il n'y a pas d'acte de décès au nom de Maria, jamais. Nom de famille originelle. Même pas l'acte de naissance du nom de Maria parce que j'ai été dans les souches à Maripasoula pour regarder, il n'y en avait pas. Et donc, tu ne peux pas prouver que tu es cette Stéphanie. Je ne peux pas prouver. Stéphanie est morte. Stéphanie est morte. Je ne peux pas prouver que je suis. Donc, pour avoir mon identité française, le seul moyen, on m'a dit c'est un avocat pour que les témoins puissent confirmer que c'est vraiment moi. Les témoins le font, mes tontons l'ont fait, ma tati et tout. Mais par contre, les avocats en Guyane, c'est un autre monde, c'est une histoire d'un autre jour. C'est lent. Dis son nom. Ouais. Dis son nom. Oui. Il mérite de dire ça. Oui, le Maître Lebeau à Cayenne, que beaucoup connaissent, voilà. Il a été payé, par contre, il a été payé plus de la moitié de son argent qu'il a demandé pour faire cette histoire. Et il m'a dit qu'il travaille sur les histoires pareilles. Donc, j'ai donc eu tellement confiance à Maître Lebeau. Je l'ai croisé à Paris, on a mangé ensemble, on était à Orly. Je l'ai payé. J'ai des récépissés dans mon compte bancaire, je l'ai bien payé. Et il a mon dossier, il a la photocopie de mon passeport, celui de mon frère, il a tout. Il n'a rien fait. Donc, le seul moyen, peut-être, c'est faire cette procédure dont les témoins témoignent que oui, c'est vraiment Stéphanie Awakaso. Et puis, on va passer ça au tribunal. Le tribunal va passer ça au jugement, quelque chose, et puis j'aurai mon acte. Mais en dehors de ça, c'est une adoption de quelqu'un de ma famille. Tu avais eu un premier passeport que ton père adoptif avait fait, mais aujourd'hui, tu ne peux plus le renouveler parce que tu n'as pas d'acte de naissance. C'est bien, voilà. Voilà, l'ambassade française à Londres m'a dit on renouvelle votre passeport, madame, mais allez en Guyane chercher l'acte. Donc, je ne peux pas le renouveler. Ouais, donc, mes enfants ne peuvent pas être français. Ils sont nés là, c'est pas qu'ils ont besoin, mais ils ne peuvent pas être français. Pourtant, le maman vient de la Guyane. J'ai amené mes enfants en Guyane, je vais en Guyane tout le temps. Pour moi, c'est d'où je viens, c'est mon pays, c'est dans mon cœur. Et aujourd'hui, on va dire que c'est une chance, au moins tu existes pour un pays. Tu es anglaise, tu habites en Angleterre et tu as ton passeport anglais, voilà. Officiellement anglais. Officiellement anglaise, ouais. Officiellement anglaise, voilà. Et j'aime beaucoup ma famille, mais il y a cette nuage derrière que je ne peux pas résoudre, donc ouais. Tu as déjà été voir un psychologue? J'aurais dû le faire, mais je suis une fille très, très forte. J'essaie d'être mentalement forte. Pourquoi les choses qui se sont arrivées pendant que j'étais jeune, parfois quand je crie, ça revient. Je fais certaines choses, c'est mon enfance qui revient. Donc non, je n'ai jamais vu un psy. Beaucoup de gens m'ont dit qu'il fallait le faire. Tu sais, la femme de mon père, elle m'a maltraitée, mais elle m'a rendue dure. Elle m'a appris. Elle m'a montré comment vivre en tant que femme
Tu vois, aujourd'hui, je suis chez moi, je vis bien, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, je sais vivre. Ces enfants, personne n'est marié. Ces enfants, personne n'a une vie normale. Il y a une de mes demi-sœurs qui est prostituée. Ces enfants ne sont absolument rien. Donc, dans la vie, vraiment, cette histoire, quand tu fais mal à l'enfant de quelqu'un, il faut bien regarder à ton enfant. Qu'est-ce qui arrivera à ton enfant demain? En voyant ton expérience à toi, le fait que tu aies retrouvé ta famille, est-ce que ton frère, ça lui a donné envie de retrouver la sienne ou il reste campé sur ses positions, il ne veut absolument pas? Mon frère, il a voulu, quand je suis partie en Guyane, à Maripasoula, et que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait tellement à mon frère, j'ai eu la chair de poule. J'ai montré la photo à ma tante maternelle qui m'a dit c'est comme deux gouttes d'eau. Donc j'ai dit ça à mon frère. Mon frère me dit il était un peu, tu vois, arrogant dans son. Je pense que ça ne lui dit rien. Il m'a dit, écoute, nous ne sommes pas les seuls que les sœurs ont vendu. Il y a plein d'enfants. Et on a toujours été intéressés sur les histoires pareilles. Si tu me vois, je suis toujours intéressée sur les histoires. Même les films, je regarde toujours enfants abandonnés, enfants vendus, la traite des humains, des choses comme ça. Je regarde beaucoup des choses comme ça pour voir où l'histoire finit. Mon frère et moi, on a toujours été intéressés sur les choses comme ça. Donc, on a fait beaucoup de recherches pour voir. C'est pour ça que je connais l'histoire de l'Espagne aussi, comment beaucoup des enfants en Espagne ont été aussi volés, vendus comme ça aussi. Ouais, non, mon frère, ça ne lui dit rien, il ne veut plus. Il ne veut plus. Il est content pour moi que j'ai pu trouver ma famille, mais il m'a dit, Julie, tu fais gaffe avec eux, ils restent là où ils sont, tu restes là où tu es. Je lui ai dit l'autre jour, écoute, je veux m'acheter un appartement là-bas. Il me dit, tu fais comme tu veux. Mais mon frère et moi, nous sommes comme deux gouttes d'eau. Je sais que depuis que tu as réussi à créer ce contact en Guyane et retrouver tes racines, tu es très attachée à la Guyane. Même si tu habites dans le froid, là, en Angleterre, là, tu es toujours très attachée en Guyane. Très attachée à la Guyane, le couac. J'aimais le couac sans même voir le couac. Le couac, la culture, les personnes, le soleil, la vie libre, parce que là, nous sommes enfermés dans le froid. La vie libre, je suis très, très attachée à la Guyane. Très attachée à la Guyane, du point que je veux me faire ma maison en Guyane. Je vais faire ma retraite en Guyane. J'ai épousé un Africain, je serai entre la Guyane et l'Afrique. C'est mon pays. J'ai envoyé mon fils faire un travail à l'hôpital volontaire en Guyane. Je lui ai dit, si tu es docteur un jour, vas-y le faire en Guyane. Et il m'a promis, maman, t'inquiète, ton appartement en Guyane, c'est moi qui l'achètera. Et tu as expliqué à tes enfants, tu leur as raconté ton histoire, tes enfants? J'ai raconté à mes enfants mon histoire, pas tout droitement. Mais je les ai quand même racontées. Raconter des bribes. Voilà, comment j'ai été maltraitée entre les mains de cette dame, ouais. Là, ils le savent. Ils savent les brûlures que j'ai. Je leur ai dit, elle m'a brûlée, j'étais petite, elle m'a assise à côté du feu et tout. Et ouais, ils savent, ça, ils savent, la femme africaine. Et ils m'ont demandé, mais ton papa était où? Il était bien là, il était aveuglé par je sais pas quoi. Mais surtout que quand c'est pas ton enfant biologique, je sais pas, peut-être certaines personnes ont le cœur, je sais pas, au dos ou dans la tête, je sais pas. Ils se sentent, eux, guyanais aussi, quelque part, tes enfants? Oui, mes enfants se sentent beaucoup, beaucoup guyanais parce que quand ils sont à l'école, ici, en Angleterre, quand tu es noir, tout le monde pense que tu es jamaïcain. Donc, parce que sont les Jamaïcains, soit tu es nigérian, soit tu es jamaïcain. Ici, vraiment en Angleterre, c'est ça, soit tu es ghanéen, nigérian ou jamaïcain. Donc, quand les enfants disent à l'école, ma maman est française, elle est des Caraïbes françaises, de la Guyane française. Où ça? Au Jamaïque. Et mes enfants disent, jamais, pas Jamaïque, de la Guyane, je vous dis. La Guyane, c'est pas Jamaïque. Et une dernière question, ton papa adoptif, tu lui as appris que tu avais retrouvé ta famille? Déjà, je lui ai dit, quand je me suis mariée, je lui ai dit j'allais en Guyane, il avait très très peur. Quand mon fils était né, c'est là où je lui ai dit, papa, je vais en Guyane. Mais il dit non, jamais ne va pas. N'y va pas. Je lui ai dit, je vais partir. Il me dit, n'y va pas. Il me dit, mais même si tu pars, tu fermes ta bouche.
Voilà ce que papa m'a dit. Tu ne dis rien, tu ne dis pas qui je suis, tu ne dis pas où j'habite. Et oui, vraiment, je suis partie, je n'ai rien dit. J'ai juste dit, papa nous a pris, mais je n'ai jamais dit qui il était. Parce que je pense que cette histoire a fait peur à mon père. Quels sont tes sentiments aujourd'hui pour ce monsieur, ce père adoptif? Tu le considères vraiment comme un père? Tu l'aimes encore un peu? Sans te mentir, les sentiments sont... C'est dans une balance, ça monte, ça descend parfois. Je l'ai aimé. Papa m'a... Je veux dire, il pouvait nous tuer. Il avait ce privilège de nous tuer, je sais pas, de me laisser faire la prostitution à 10 ans ou à 9 ans, je sais pas. Il l'a pas fait. Il nous a quand même, je pense, tous s'est gâté avec cette femme africaine. Tout s'est gâté dès que cette femme africaine est rentrée dans la maison. Mais avant ça, papa nous adorait, il nous déposait à l'école en voiture, il nous récupérait. Et je me souviens, il rentrait du boulot, est-ce que les enfants ont mangé? Donc il y avait de l'amour. L'amour est fini dès qu'il a connu cette femme. Donc je le considère, oui, comme mon père parce que je suis le genre de personne qui croit qu'il y a une raison pour chaque chose. Peut-être il a fallu une raison, il y a une raison pour laquelle il nous a volé et il nous a donné la vie dont il nous a donné. Aujourd'hui, je suis bien, je suis contente, je suis chez moi avec mon mari, mes enfants, je suis contente. Oui, je le considère. Je vais pas tout nier, je vais pas tout dire, t'as mal fait, non. Je lui donne quand même ce côté positif qu'il a fait quelque chose de bon, même comme j'étais hyper maltraitée. S'il y avait une leçon à tirer de ton histoire, quelle serait cette leçon? Ces femmes qui accouchent et qui ne peuvent pas accoucher, qui ne peuvent pas garder les enfants. Si tu veux donner un enfant en adoption, essaie de connaître la personne à qui tu donnes l'enfant en adoption. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaiterais jamais à un enfant. Jamais. Jamais. Même le fait quitter la Guyane comme ça, volé ou vendu, qu'on te dise que tu as été vendu. Qu'est-ce que j'ai fait pour être vendu? Je ne le conseillerais jamais à un enfant. Jamais. Donc, quand ces femmes qui donnent des enfants en adoption, donne, oui, mais peut-être à 10 ans, on va regarder si cet enfant est toujours en vie, on va regarder si cet enfant est bien, on va regarder, on va voir. Donc, c'est quelque chose que je ferai jamais. Donner mon enfant en adoption. Jamais de ma vie. Et si je connais quelqu'un de ma famille qui veut donner un enfant en adoption, je prendrai cet enfant. Je ne le laisserai pas. Jamais. Parce que ce que j'ai vécu, il ne faut pas qu'un enfant le vive. Ouais, jamais. Merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton histoire. Je sais que c'est intense, hein, ton histoire, et ça ne doit pas être très facile. Mais je te remercie beaucoup. Et tu m'as fait une merveilleuse personne. Merci Fabienne, merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et j'envoie le coucou à tous les gens de la Guyane, je les embrasse et tout le monde, ma famille surtout, que j'aime beaucoup vraiment. Merci encore et je serai très très contente. Tu verras que quand tu vas raconter mon histoire, il y a d'autres histoires qui vont se lever parce que j'en connais beaucoup. Merci d'avoir écouté l'histoire de Maria. Si vous aussi, vous avez une histoire à raconter ou une passion à nous faire découvrir, n'hésitez pas à me contacter par mail en mitempodcast@gmail.com ou via Instagram sur le compte En Mi Temps Tête. À bientôt.